Une mallette surgit à Ouagadougou, lourde, muette, terriblement précise. 5 milliards de francs CFA en liquide. Un chiffre trop net pour être improvisé, trop massif pour rester anodin. Plus l'ingérence prétend se cacher, plus elle expose la vulnérabilité qu'elle cherche à exploiter en testant les loyautés et les réflexes de commandement. Que doit comprendre chacun quand une opération vise la souveraineté protégée par Ibrahim Traoré et qu'elle choisit l'ombre plutôt que la confrontation? Ce détail financier annonce déjà une mécanique plus vaste, prête à déplacer des équilibres réels. Comprendre cette affaire ne revient pas à suivre un simple épisode sécuritaire, ni à commenter une arrestation spectaculaire. Il s'agit d'entrer dans la mécanique précise par laquelle une tentative furtive se transforme en menace structurelle pour un État déjà soumis à de fortes pressions. Ce récit promet une lecture utile. Identifier qui agit, pourquoi et par quel levier concret l'ingérence cherche à déplacer des lignes sans jamais se montrer frontalement. Le bénéfice est clair pour le lecteur, disposer d'une grille de compréhension simple, opérationnelle, pour distinguer un incident isolé d'un test systémique. En suivant la chronologie resserrée des faits, les choix opérés par les autorités et les signaux chiffrés laissés par le réseau, il devient possible de mesurer l'ampleur réelle de l'enjeu. À ce stade, une question guide l'analyse. Comment une somme précise, on lit des messages codés et des relais régionaux, peuvent-ils s'articuler pour fissurer une cohésion nationale sans provoquer d'alarme immédiate? La réponse éclaire un rapport de force discret, où l'argent et le récit comptent autant que les armes. La première donnée change immédiatement l'échelle du dossier. 5 milliards de francs CFA, transportés en liquide par un intermédiaire étranger avec une précision qui exclut toute improvisation. Cette somme agit comme un point zéro. Elle indique une opération préparée, calibrée, pensée pour s'insérer dans des failles identifiées de l'appareil sécuritaire. En quelques heures, l'enquête établit que l'objectif n'était pas l'achat massif de loyauté, mais le test ciblé de points de rupture possibles. À partir de ce chiffre initial, le contexte se resserre. Les autorités recomposent patiemment les déplacements de l'intermédiaire, ses contacts et ses méthodes. Les trajets mènent vers des relais régionaux, des structures dites humanitaires servant de vitrine financière, et des capitales voisines par lesquelles transitaient des fonds opaques. Rien n'indique une action isolée. Au contraire, tout renvoie à une stratégie familière dans le Sahel. Approcher, observer, mesurer la résistance, puis installer un récit de transition maîtrisé destiné à légitimer une déstabilisation progressive. C'est dans ce cadre que la ligne fixée par Ibrahim Traoré devient déterminante. Plutôt qu'une confrontation immédiate, l'ordre est donné d'observer sans se hâter, documenter chaque échange, laisser l'ingérence révéler sa propre architecture. Cette décision transforme une tentative clandestine en terrain contrôlé. Les soldats approchés, habitués aux zones sensibles du Nord, comprennent rapidement que l'offre n'est pas une aide, mais un levier psychologique conçu pour brouiller les hiérarchies. Les jours suivants sont marqués par des scènes discrètes, cafés isolés, parking neutre, salons d'hôtel fréquentés par des expatriés. Chaque conversation codée enrichit la cartographie des acteurs impliqués. En feignant l'hésitation, les militaires permettent aux enquêteurs d'identifier les numéros cryptés, les intermédiaires secondaires et les schémas de transfert. À ce stade, une réponse partielle se dessine déjà. Si une telle tentative a pu être détectée, quelle dynamique plus profonde pourrait encore opérer hors du regard public? Au cœur de l'enquête, un petit groupe de soldats devient le fil conducteur permettant de lire une opération bien plus large que prévu. Ils ne sont ni des agents clandestins aguerris, ni des figures médiatiques, mais des hommes de terrain rompus aux zones instables du Nord où la méfiance est une condition de survie. Leur rôle est décisif parce qu'il est ordinaire. Écouter, observer, ne pas se dévoiler. Lors du premier rendez-vous discret dans un café de la capitale, l'intermédiaire étranger introduit l'idée d'une transition maîtrisée. Les mots sont choisis, le ton mesuré, les promesses calibrées pour paraître raisonnables. Pourtant, derrière la courtoisie, les sous-entendus suffisent à révéler l'objectif réel. Fragiliser la cohésion interne en installant un doute calculé au sein de la chaîne de commandement. Les soldats perçoivent immédiatement
que l'offre financière n'est pas un soutien, mais une tentative de déplacement des loyautés. Un second contact, quelques jours plus tard, confirme la méthode. Message chiffré, lieu neutre, rendez-vous espacé, tout est conçu pour créer une impression de normalité. En jouant la curiosité, les militaires recueillent des fragments d'informations qui, mis bout à bout, dessinent un réseau structuré. Cette infiltration inversée permet de comprendre que l'opération cherche moins l'adhésion que l'ouverture d'une seule brèche. L'impact immédiat est double. D'un côté, une pression invisible s'exerce sur les repères hiérarchiques. De l'autre, la vigilance partagée renforce la cohésion interne. En clair, une discipline silencieuse peut transformer une tentative d'ingérence en révélateur de solidité institutionnelle. Tout commence par une rumeur à peine perceptible, glissée dans des conversations fermées de certains cercles militaires d'Ouagadougou. Un étranger précis dans ses propos et irréprochable dans ses manières approche discrètement plusieurs officiers en évoquant un soutien discret destiné, selon lui, à accompagner une phase politique nouvelle. Ce premier contact agit comme un déclencheur. La démarche est trop maîtrisée pour être fortuite. Les mots sont choisis, les silences calculés, les promesses présentées comme des évidences. Très vite, une anomalie est identifiée par les services compétents. L'alerte remonte en quelques heures jusqu'au sommet de l'État. C'est à ce moment que l'orientation donnée par Ibrahim Traoré imprime un tournant décisif. Plutôt qu'une arrestation immédiate, il est décidé de laisser le processus se déployer sous contrôle. Observer sans provoquer, documenter sans exposer, transformer l'approche étrangère en source d'information. Les soldats concernés reçoivent une instruction simple. Jouer le jeu, mais tout consigner. Ce choix marque le passage du soupçon à la stratégie. La montée se déroule sur plusieurs jours. L'intermédiaire multiplie les rencontres dans des lieux choisis pour leur neutralité apparente, cafés discrets, parking isolé, salons d'hôtel fréquentés par des expatriés. Le scénario se répète avec une régularité méthodique. Flatterie, promesse de soutien financier massif, l'argumentaire sur la nécessité d'une transition douce, censée préserver la stabilité, tout en reconfigurant les chaînes de commandement. Les officiers burkinabés feignent l'hésitation, demandent des précisions, sollicitent des délais. Chaque échange ouvre de nouvelles pistes, de nouveaux noms apparaissent, des relais régionaux sont mentionnés. Les communications chiffrées se multiplient. En arrière-plan, les enquêteurs recoupent, les déplacements sont suivis, les numéros cryptés identifiés, les transferts financiers retracés. Peu à peu, une architecture se dessine. L'opération n'est pas improvisée, elle repose sur des fonds, transitant par des structures de façade, sur une coordination extérieure et sur un calendrier précis. L'ingérence cherche à tester la solidité de certains maillons, pas à provoquer un choc immédiat. La bascule intervient lorsqu'une date est évoquée. L'intermédiaire parle du moment où tout doit s'enclencher. Il annonce l'arrivée imminente d'un financement en liquide, la préparation d'un récit destiné à disqualifier les unités loyales et la mise en place d'un appui logistique extérieur. Les informations sont transmises sans délai. Le dispositif est prêt. Le jour venu, dans un hôtel du centre-ville, l'intermédiaire arrive avec une mallette lourde. À l'intérieur, 5 milliards de francs CFA en liquide. Il pense conclure. Dans la pièce voisine, une unité spéciale attend le signal convenu. Lorsque la phrase codée est prononcée, l'intervention se déclenche. Rapide, sèche, sans affrontement. L'argent est saisi, l'intermédiaire neutralisé. En quelques secondes, une tentative de déstabilisation est désamorcée, révélant un réseau bien plus vaste que prévu. L'analyse des éléments saisis après l'opération transforme un épisode spectaculaire en démonstration structurelle. Le premier indicateur sert de référence initiale. Un véritable point zéro, 5 milliards de francs CFA retrouvés en liquide dans la mallette. Cette somme n'est pas seulement élevée, elle est calibrée. Elle correspond à un seuil suffisant pour tester des loyautés ciblées sans déclencher d'alerte massive. Le passage est net, d'une approche verbale à une capacité financière immédiatement mobilisable. À partir de cette base, les enquêteurs observent un premier écart mesurable. Entre juillet et octobre 2024, plus de 5,3 milliards de francs CFA ont transité par des comptes liés à des structures présentées comme humanitaires ou éducatives. Le delta est révélateur. Ces montants
excède largement les flux habituels de telles organisations sur une période aussi courte. L'explication est simple et décisive. Ces circuits servent de sas financier permettant d'introduire des fonds stratégiques sous un vernis philanthropique maîtrisé. Ce mécanisme montre que l'opération ne reposait pas sur un seul transfert, mais sur une préparation étalée et discrète. Le deuxième bloc chiffré concerne la communication. En moins de 3 semaines, 32 appels cryptés sont identifiés entre les acteurs arrêtés et leurs correspondants extérieurs. Le chiffre prend tout son sens lorsqu'il est comparé au rythme habituel observé dans des réseaux opportunistes généralement plus diffus. Ici, la concentration temporelle indique une coordination étroite. En fait, chaque échange correspond à une phase précise de la montée en puissance. Prise de contact, validation, synchronisation. L'écart entre le bruit de fond normal et cette intensité soudaine révèle une orchestration méthodique. Un troisième indicateur éclaire la dimension sociopolitique. En 48 heures suivant la neutralisation de l'intermédiaire, plus de 1,2 million de messages de soutien circulent sur les réseaux sociaux nationaux. Le contraste est saisissant. Habituellement, ce type d'affaires suscite une attention fragmentée. Ici, la mobilisation est massive et rapide. Le delta entre une réaction ordinaire et cette vague de soutien indique une perception collective claire. L'événement est compris comme une atteinte directe à la souveraineté. Pris ensemble, ces chiffres montrent une progression lisible. Il y a une base financière précise, une amplification par des circuits parallèles, une coordination communicationnelle dense, puis une réaction populaire qui inverse la dynamique initiale. En commentant ces données, Ibrahim Traoré insiste sur un point central. La conflictualité contemporaine ne se limite plus aux affrontements armés. Elle se déploie à travers des flux financiers, des signaux numériques et des récits calibrés. Ces preuves quantitatives permettent ainsi de dépasser le récit anecdotique. Elles donnent une structure mesurable à l'ingérence et offrent un cadre analytique pour anticiper d'autres tentatives. À ce stade, l'argent cesse d'être un simple outil. Il devient un indicateur stratégique révélant la profondeur et les limites du réseau mis au jour. À la suite des révélations, le débat s'organise autour de 2 lectures opposées mais structurées. La première, défendue par certains partenaires internationaux et analystes prudents, soutient qu'une rupture trop nette avec les appuis extérieurs risquerait d'affaiblir davantage un État déjà sous pression sécuritaire et budgétaire. Selon cette position, les programmes conjoints, les aides conditionnelles et les dispositifs de coopération constituent encore des amortisseurs essentiels. L'argument est cohérent, sans marges financières importantes, affronter seul des menaces multiples pourrait accroître les vulnérabilités internes. La seconde lecture avance une thèse inverse. Pour plusieurs chercheurs africains et observateurs régionaux, l'épisode de la mallette illustre précisément les effets pervers d'une dépendance prolongée. Les leviers financiers, loin d'être neutres, deviennent des instruments d'orientation politique. Les aides présentées comme stabilisatrices créent des zones de contrainte, tandis que certains accords économiques limitent la capacité de décision nationale. Dans cette optique, l'ingérence révélée n'est pas une anomalie, mais le symptôme d'un déséquilibre structurel. Pour arbitrer entre ces 2 positions, les données issues de l'enquête apportent un éclairage concret. En 2024, la production aurifère nationale progresse de 7% malgré la suspension de certains programmes extérieurs. Dans le même temps, les recettes fiscales issues du secteur minier augmentent de 12%, conséquence directe de renégociations contractuelles et d'un contrôle accru des flux. Ces chiffres ne suffisent pas à invalider l'argument de prudence, mais ils montrent que des marges internes existent. L'enseignement est nuancé. L'autonomie n'implique pas l'isolement, mais la réduction des zones de vulnérabilité exploitables. La dépendance, lorsqu'elle devient structurelle, ouvre mécaniquement des brèches. Dans ce cadre, la ligne défendue par Ibrahim Traoré apparaît comme un positionnement intermédiaire. Rééquilibrer les partenariats, renforcer les capacités internes et limiter les leviers d'ingérence sans céder à une rupture désordonnée. Les faits, plus que les slogans, servent ici de boussole. La diffusion partielle des conclusions,
jusque-là confiné au cercle décisionnel, transforme l'affaire en point de rupture nationale. Les éléments accumulés cessent d'être techniques. Transfert occulte, appels cryptés, relais régionaux, mis bout à bout, moins qu'ils composent une démonstration frontale d'ingérence structurée. Ce qui apparaissait comme un complot ponctuel change de nature. L'incident devient système. Dans ce moment charnière, la prise de parole d'Ibrahim Traoré joue un rôle décisif. En qualifiant l'opération de guerre invisible, menée depuis des bureaux feutrés plutôt que sur des lignes de front, il modifie le cadre de lecture. L'enjeu n'est plus seulement sécuritaire, il devient institutionnel, narratif et psychologique. Cette formulation agit comme un révélateur. Elle rend lisible une conflictualité diffuse que beaucoup pressentaient sans pouvoir la nommer. Le véritable déplacement se situe là. La mallette saisie n'est plus le cœur du problème. Elle n'est qu'un symptôme tangible d'une logique plus ancienne, faite de tests répétés, de récits calibrés et de pressions graduelles. À partir de ce point, l'attention se déplace vers les mécanismes invisibles. Comment ils s'installent, comment ils se normalisent, et comment ils peuvent être neutralisés. Ce moment marque donc un changement d'échelle. L'histoire quitte le registre de l'événement pour entrer dans celui de la vigilance durable. Rien désormais ne peut être considéré comme anodin. Les effets de l'opération déjouée se déploient simultanément dans plusieurs sphères, montrant que l'arrestation de l'intermédiaire n'était que la partie visible d'un mouvement plus profond. L'affaire agit comme un révélateur et accélère des dynamiques déjà latentes, en redéfinissant des priorités à court et moyen terme. À travers ses conséquences, la ligne défendue par Ibrahim Traoré devient un repère structurant pour comprendre la trajectoire engagée. Sur le plan national, l'impact est d'abord institutionnel. La démonstration publique d'une ingérence structurée renforce la crédibilité de l'appareil sécuritaire. Les forces armées, longtemps exposées à une pression diffuse, voient leurs conséquences, leur cohésion renforcée par la preuve que la vigilance collective peut neutraliser des tentatives sophistiquées sans affrontement. Cette clarification réduit l'espace du soupçon interne. La loyauté cesse d'être un mot d'ordre abstrait pour devenir un comportement partagé, fondé sur des faits observables et une discipline éprouvée. Sur le plan économique, l'affaire agit comme un accélérateur de réformes. C'est la mise au jour de flux occultes transitant par des structures de façade conduit à un durcissement des contrôles financiers. Plusieurs contrats miniers sont renégociés dans un climat plus exigeant. Les autorités mettent en avant une logique simple, réduire les zones grises où des capitaux peuvent te servir de levier d'influence. Cette orientation produit des effets mesurables en augmentant les recettes nationales et en rééquilibrant le rapport avec certains acteurs étrangers. L'économie devient ainsi un terrain de souveraineté concrète. Sur le plan social, la réaction populaire constitue un troisième cercle d'impact. La mobilisation observée après l'opération révèle une prise de conscience large. Dans les villes comme dans les zones rurales, le récit de l'ingérence déjouée circule rapidement. Les citoyens comprennent que les menaces ne se limitent pas aux violences visibles, mais incluent des manœuvres silencieuses, capables de fragiliser le quotidien. Cette compréhension renforce le lien entre stabilité nationale et protection des activités locales, qu'il s'agisse de travail, d'éducation ou d'agriculture. Enfin, sur le plan régional et international, l'épisode modifie les perceptions. Dans le Sahel, plusieurs pays observent l'affaire comme un précédent. La capacité du Burkina Faso à identifier puis neutraliser un réseau d'influence envoie un signal clair. La vulnérabilité n'est pas une fatalité. Les partenaires extérieurs, eux, adoptent des postures plus prudentes, conscientes que les méthodes discrètes peuvent désormais être exposées. Dans cet espace recomposé, Ibrahim Traoré apparaît comme un acteur déterminé à inscrire la souveraineté dans des actes mesurables plutôt que dans des déclarations. Ces 4 cercles montrent une même réalité. L'événement dépasse largement son point de départ. Il redéfinit des équilibres et transforme une alerte sécuritaire en levier de réorganisation durable. À partir des dynamiques enclenchées après l'opération, 3 trajectoires plausibles se dessinent pour les mois à venir. Elles ne relèvent pas
de la spéculation, mais prolonge des tendances déjà observables: renforcement institutionnel, mobilisation sociale, recomposition régionale et persistance de pressions extérieures. Dans un premier scénario, dit de continuité maîtrisée, l'État consolide progressivement ses dispositifs sans rupture brutale. Les contrôles financiers sont appliqués de manière régulière, les protocoles internes de vigilance deviennent routiniers et les réformes engagées dans les secteurs stratégiques produisent des effets graduels. La stabilité repose alors sur une discipline institutionnelle renforcée. Ce scénario limite les risques immédiats, mais suppose une attention constante pour éviter que de nouvelles failles ne se reconstituent à la marge. Un second scénario, plus dynamique, repose sur un approfondissement des coopérations régionales. La coordination accrue entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger permet de mutualiser des informations critiques et de réduire les angles morts exploitables par des réseaux extérieurs. Des projets communs, sécuritaires ou économiques, renforcent la résilience collective. Dans cette configuration, l'autonomie gagne en consistance sans se traduire par un isolement. La capacité à négocier avec des partenaires extérieurs s'en trouve renforcée car elle s'appuie sur un socle régional plus solide. Le troisième scénario est plus dégradé. Il envisage une adaptation des réseaux d'ingérence capables de déplacer leurs méthodes plutôt que de disparaître. Pressions financières indirectes, campagnes narratives, tentatives de fissurer la cohésion interne, ces leviers pourraient être réactivés si la vigilance faiblit. Une contraction économique ou des tensions sociales offriraient alors des points d'appui à ces stratégies discrètes. Face à ces trajectoires, une recommandation de méthode s'impose. Il ne s'agit pas de prédire l'avenir, mais de raisonner en termes de levier. Quels mécanismes sont maîtrisables par les institutions nationales, c'est de là, lesquels restent exposés à des influences extérieures. Cette grille de lecture, mise en avant par Ibrahim Traoré, permet de hiérarchiser les risques et d'éviter les réponses impulsives. Dans un environnement instable, la lucidité stratégique devient elle-même un facteur de stabilité. Les répercussions de l'affaire ne se limitent ni aux institutions ni aux cercles sécuritaires. Elles redessinent aussi la manière dont différents groupes de citoyens perçoivent leur place et leur rôle dans la trajectoire nationale. L'ingérence déjouée agit comme un prisme. Chacun l'interprète à partir de son quotidien, de ses attentes et de ses vulnérabilités. Dans les centres urbains, l'impact se traduit par une rupture avec une forme de résignation installée. À Ouagadougou comme à Bobo-Dioulasso, les discussions se multiplient dans les écoles, les radios communautaires et les lieux de travail. Beaucoup comprennent que les menaces contemporaines ne prennent pas toujours la forme de violences visibles, mais s'insinuent par des mécanismes discrets visant à orienter des décisions. Cette prise de conscience alimente une participation plus active au débat public et aux initiatives citoyennes perçues comme des prolongements directs de la stabilité nationale. Pour les jeunes, majoritaires et souvent confrontés à des perspectives économiques limitées, l'affaire agit comme un rappel structurant. Elle montre que la souveraineté n'est pas un concept abstrait réservé aux élites, mais une condition qui influence directement les opportunités futures. L'engagement prend des formes variées: projets associatifs, sensibilisation locale, implication civique. Cette dynamique repose moins sur l'enthousiasme que sur une volonté de ne plus rester spectateur. Dans les zones rurales, l'impact est plus silencieux, mais tout aussi profond. La stabilité politique est perçue comme une protection directe des activités agricoles, des coopératives et des solidarités locales. L'ingérence apparaît alors comme une menace concrète pour les moyens d'existence. À travers ces trois groupes, une même idée s'impose progressivement. Défendre la souveraineté, c'est aussi préserver le cadre quotidien dans lequel chacun construit son avenir, une vision régulièrement rappelée par Ibrahim Traoré. Pour éviter que l'épisode ne reste une réponse ponctuelle à une menace isolée, les autorités burkinabées structurent une feuille de route visant à inscrire la vigilance dans la durée. L'objectif n'est pas de multiplier les annonces, mais de transformer les enseignements de l'enquête en pratiques mesurables. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, cette démarche repose sur une logique simple: consolider ce qui protège, surveiller ce qui fragilise, anticiper ce qui peut être exploité.
La première étape concerne les flux financiers. Les ministères concernés renforcent les contrôles sur les organisations servant de façade, notamment dans les secteurs humanitaires, éducatifs et miniers. Des audits réguliers deviennent obligatoires, et tout transfert dépassant un seuil défini doit être signalé à la cellule spécialisée. L'efficacité de cette mesure se mesure par un indicateur clair, la capacité à détecter et bloquer des flux atypiques avant qu'ils ne produisent un effet politique. La deuxième étape touche à l'appareil sécuritaire. Un protocole interne à plusieurs niveaux est mis en place pour identifier rapidement toute approche suspecte. Les unités reçoivent des formations ciblées sur la gestion des contacts extérieurs et la remontée d'informations sensibles. Ici, le critère d'évaluation n'est pas la répression, mais la rapidité et la précision des signalements. La troisième étape implique directement la société. Des programmes de sensibilisation aux menaces hybrides et à la désinformation sont déployés au niveau local. Les écoles, les collectivités et les associations deviennent des relais de vigilance citoyenne. Les résultats se lisent dans la participation et dans l'émergence d'initiatives autonomes. Enfin, sur le plan régional, le Burkina Faso renforce la coordination avec ses partenaires du Sahel afin de partager données et signaux faibles. Cette approche collective vise à anticiper plutôt qu'à réagir, transformant une crise révélée en cadre préventif durable. Au moment où l'attention médiatique se déplace et où l'urgence semble retomber, ce sont pourtant les gestes les plus discrets qui demeurent les plus révélateurs. Ceux des soldats infiltrés, restés anonymes, qui ont accepté de jouer un rôle inconfortable pour laisser l'ingérence se dévoiler. Leur patience, leur retenue et leur discipline rappellent que la protection d'un État ne repose pas uniquement sur des décisions spectaculaires, mais sur une vigilance quotidienne, souvent invisible. Ces hommes n'ont pas agi par héroïsme affiché. Ils ont simplement tenu leur place, respecté une chaîne de confiance et accepté le temps long de l'observation. À travers eux, beaucoup reconnaissent une forme de courage silencieux, celle qui ne cherche pas la reconnaissance, mais qui empêche la fissure initiale de devenir une fracture irréversible. Ce rappel donne une profondeur humaine à une affaire souvent lue à travers ses chiffres et ses enjeux géopolitiques. Dans ce cadre, la posture d'Ibrahim Traoré apparaît moins comme une figure centrale que comme un point d'équilibre, une ligne tenue, ferme mais contenue, qui laisse aux institutions et aux citoyens la responsabilité de transformer une alerte en apprentissage collectif. Le récit se referme alors sur une idée simple: la cohésion n'est pas un slogan, mais une pratique partagée. La vigilance partagée peut encore infléchir le destin. Lorsque le tumulte retombe et que l'affaire s'inscrit dans la durée, une invitation demeure. Les événements récents montrent que la souveraineté ne se décrète pas uniquement par des décisions venues d'en haut, elle se construit dans l'attention portée aux signaux faibles, dans la manière dont les récits sont compris, discutés et parfois contestés. La stabilité devient alors un exercice collectif, nourri par la compréhension plutôt que par la peur. Ce que révèle cette séquence, c'est que la cohésion gagne en force lorsqu'elle est partagée. Les débats qui émergent dans les quartiers, les radios locales, les lieux de travail ou les espaces associatifs ne sont pas secondaires. Ils constituent une première ligne de défense contre les influences qui cherchent à diviser ou à orienter silencieusement. Comprendre les mécanismes d'ingérence, c'est déjà en réduire l'efficacité. Dans cette perspective, la posture défendue par Ibrahim Traoré ouvre moins une conclusion qu'un espace de dialogue. Comment maintenir la vigilance sans basculer dans la suspicion permanente? Comment renforcer l'autonomie tout en restant ouvert au monde? Ces questions ne trouvent pas de réponse unique. Elles appellent une discussion continue, car une souveraineté vivante ne se protège pas seule. Elle se cultive, jour après jour, par la lucidité et l'échange.